Bonjour tout le monde, bienvenue au 12e cours d'INF 2171. Aujourd'hui, on va regarder le principe de circuit logique. Donc, on va premièrement regarder les principes des circuits logiques au niveau des ordinateurs. Donc, on a vu dans le cours différents principes de programmation en assembleur, de langage machine. On va voir les circuits logiques où ça se tient à l'intérieur de ces systèmes-là. On va ensuite regarder les principes d'algèbre booléenne qui vont être capables de travailler avec des impulsions logiques pour construire finalement différents circuits logiques et être capable de se rapprocher des connaissances qu'on a vues dans le restant du cours d'assembleur. Donc si on regarde un peu où on est en ce moment, on a, durant la session, travaillé majoritairement à un niveau qu'on considère haut. Donc, quand on parle d'un haut niveau de conceptualisation, c'est habituellement aussi qu'il y a de plus en plus d'abstractions possibles. Donc, quand on parle de langage de haut niveau, on parle avec des langages de beaucoup d'abstractions comme le Java ou le JavaScript qui cachent des différentes informations. Si on parle de langage de bas niveau, on peut parler, mettons, du C qui permet d'avoir un accès direct à la mémoire, ou encore le langage de programmation de plus bas niveau, qui est l'assembleur, qui a un accès direct au processeur. Ce langage d'assembleur-là peut être converti en langage machine, comme on a vu dans le cours. Donc, nos différentes instructions en assembleur étaient converties en valeurs. Ici, je ne suis pas certain c'est quoi les différentes valeurs par cœur pour le moment, mais des instructions directement en binaire, que nous, on reconvertit en hexadécimal pour s'aider un petit peu, pour être capable de représenter ça sur le processeur. Donc, le principe, c'est que ces informations-là vont être capables d'être envoyées à notre microarchitecture, ou en fait notre processeur, qui va être capable de prendre ces informations-là puis de les envoyer à différentes composants logiques, physiques du microprocesseur. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est pas de regarder c'est quoi le principe de l'architecture d'un ordinateur. En fait, il y a un cours complet qui s'appelle Architecture des ordinateurs qui va être capable de prendre ces différentes composantes-là et démontrer comment est-ce qu'on est capable de construire un processeur qui est capable de faire différentes instructions. Nous, ce qu'on va voir, c'est quoi les blocs fondamentaux qui nous permettent de construire ça par la suite. Donc, on va regarder les principes des circuits logiques, donc qui va utiliser ce qu'on appelle des portes logiques pour être capable de avoir des impulsions logiques 0 ou 1 qui va nous donner des résultats. Puis, le principe, c'est que ces portes logiques-là ont une présence physique dans l'ordinateur, qui est basée sur la microélectronique de la chose. Donc, des transistors qui me permettent de construire ce genre de circuit-là existent à l'intérieur de l'ordinateur pour être capable de créer une architecture qui va être capable de traiter des instructions que moi, je vais construire avec mon code en assembleur. Donc, nous, ce qu'on va regarder, c'est vraiment cette partie-là, ici, de circuit logique. Donc, le principe d'un circuit logique, c'est de réaliser certaines fonctionnalités du microprocesseur, et ces fonctionnalités-là sont construites dans le matériel. Donc, il y a une présence physique qui va être sur nos différents processeurs pour faire ces actions-là. Donc, on va avoir des représentations. Ici, on a l'unité arithmétique, le ALU, qui va me permettre de faire, mettons, une addition. Donc, quand j'écris en assembleur quelque chose comme le add A5i, ben, le principe, c'est qu'il faut être capable de fournir ça à une entité physique. Donc, dire voici le code pour A. Puis le principe, c'est que le
le symbole ici avec une ligne et une flèche, ok, ça représente en fait une série d'informations. Ok, fait qu'on peut voir ça comme étant un paquet de fils, ok, qui nous dit que ben, le A, en fin de compte, ça va être notre opération, mettons 1, 0, 1, 0. Puis le 5 ici, ben, ça va être l'opération 1, 0, 0, 1. OK? Donc, quand on voit ce principe-là ici, c'est qu'il y a plusieurs fils derrière. Là. Puis avec ça, on est capable d'avoir une sortie quelconque qui va aller affecter les registres, qui va aller affecter la mémoire de notre architecture. Fait que, on peut voir ici qu'on veut construire des espèces de blocs qui vont avoir des entrées puis qui va avoir des sorties. Okay? Donc, on peut le voir ici comme étant un peu comme une fonction électronique. Hein? Donc, on a des entrées, ça fait des choses avec ces entrées-là, puis ça me donne une sortie. Fait que pour être capable de décrire c'est quoi le fonctionnement de ces différents circuits logiques-là, il va falloir représenter les différentes possibilités avec de l'algèbre booléenne. Okay? Fait que ça va être notre premier gros sujet de la journée, le principe d'algèbre booléenne. Donc, c'est un langage qui me permet de représenter des circuits logiques avec des expressions mathématiques. Fait que le principe de l'algèbre booléenne, c'est semblable au principe d'algèbre puis d'arithmétique que nous on reconnaît avec nos antidécimaux, nos multiplications et ainsi de suite, mais on va travailler dans le domaine logique. Hein, parce que le principe dans un ordinateur, c'est qu'on va avoir différentes impulsions électriques qui vont être à différents niveaux de tension. Okay? Fait qu'on peut avoir une impulsion électrique à 0 volts ou une impulsion électrique à 5 volts. Okay? Puis le principe, c'est que on va avoir des circuits qui vont être capables de détecter ces impulsions électriques-là, puis de les interpréter comme étant des valeurs booléennes, des valeurs logiques, des valeurs vraies ou fausses. Donc, le principe, c'est que ça peut être faux, okay, ça peut être vrai, true, puis les impulsions électriques sont représentées physiquement, puis nous, on veut travailler avec ça pour être capable de construire des circuits, encore une fois, qui vont être capables d'être représentés de manière physiquement dans nos processeurs pour répondre à nos besoins d'une architecture qui va être capable d'être contrôlée par des instructions de langage machine que nous, on va générer en assembleur. Donc, on remonte ici encore une fois. Le principe, donc, ça va être qu'on va avoir deux types de valeurs possibles seulement. Des valeurs vraies, des valeurs fausses. 1, 0, OK, VF, TF. Donc, de la manière que tu le veux, le principe, c'est que derrière, on a une impulsion électrique. Puis, puisque c'est de l'algèbre, on va vouloir faire des descriptions de fonctions. On va être capable de décrire des expressions d'algèbre booléenne. Fait qu'il nous faut des opérateurs. Puis, le principe ici, c'est qu'on va avoir 3 opérateurs fondamentaux qui utilisent différents symboles dépendamment à qui tu demandes. Hein? Donc, le principe, c'est qu'on a la conjonction, le et, donc la conjonction, c'est le mot officiel là, que personne vraiment utilise, mais on peut utiliser le mot clé and, hein, le mot clé et comme on a vu dans certains langages de programmation, mais souvent on va avoir tout simplement la multiplication, okay, l'étoile ou le point pour représenter le et. On a ensuite le ou qui va être le or avec des barres verticales, ou en algèbre booléenne, on va la majorité du temps utiliser le plus. Puis finalement, on a l'inversion, le non, okay, qui va être le not, hein, que nous, on peut reconnaître comme étant un point d'exclamation dans la majorité des langages de programmation, ou sinon, hein, le X avec une barre au-dessus me permet de inverser cette information-là.
Donc, pour être capable de représenter un principe d'algèbre booléenne, on pourrait écrire des choses comme A et B ou C. Donc ici, on a le principe, c'est faut que A et B soient vrais ou C. Là, on va voir ici, il y a aussi les différentes propriétés. Hein? Il y a les mêmes principes de priorité d'opération qu'on reconnaît dans de l'algèbre conventionnelle. On peut aussi voir ça comme étant une espèce de circuit, comme si c'était un circuit électrique, là. Donc, le principe, c'est j'ai différentes entrées, puis c'est comme un peu si j'avais des switches à ces entrées-là. Fait que moi, ce que je veux, c'est dire, il faut que j'aille A. Il faut après ça que, ben ici, attends, on va mieux écrire ça. Il faut que j'aille une switch qui est mon A. Il faut que j'aille une switch qui est mon B. Puis sinon, je peux aussi avoir C. Oups. Puis ici, j'ai ma sortie. Donc le principe, c'est si on pense un peu comme un interrupteur ou fermer un circuit électrique, là. Donc si je pèse sur C, je suis capable de passer du début à la fin. Si je pèse sur A et B, je suis ici capable de passer du début à la fin, ce qui va indiquer est-ce que ma sortie va être 0 ou 1. Quand on commence à travailler avec des expressions booléennes de grande taille, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? Justement pour indiquer les sorties possibles d'une expression ou d'un circuit quelconque, ça va être ce qu'on appelle la table de vérité. Hein? Donc, c'est assez facile quand on travaille avec des éléments binaires de faire une liste de toutes les possibilités derrière. Donc, le principe, c'est qu'admettons que j'ai deux entrées possibles. Je vais avoir ici mon X puis mon Y. Ben, j'ai juste 4 possibilités. Si les deux entrées sont à 0, si le Y seulement est à 1, si le X seulement est à 1, ou si les deux sont à 1. Et à partir de là, à partir de ces entrées-là ici, je suis capable de créer des listes de sorties qui vont indiquer qu'est-ce qui va se passer derrière. Fait que le principe ici, c'est on a la représentation des tables de vérité des opérateurs de base. Hein? Donc, le principe, c'est que si je dis l'inverse de X, ben, je prends le résultat de X, je l'inverse, le résultat de X, je l'inverse, le résultat de X, je l'inverse, et ainsi de suite. Si ma sortie, c'est X ou Y, hein, que je peux écrire X plus Y, le principe, c'est que s'il n'y en a aucun des deux, ben, ça me donne 0. Si j'ai juste un des deux, ça me donne 1. Si j'ai juste un des deux, ça me donne 1. Puis si j'ai les deux, ça me donne 1 quand même. Puis j'ai le même principe avec X et Y, qui peut être écrit ainsi, ou on a même un raccourci, hein, qui est le même qu'en algèbre conventionnelle, que si j'ai deux lettres, une à côté de l'autre, c'est équivalent. Donc dans ce cas-ci, ben, il faut avoir les deux entrées à 1. Si c'est pas le cas, ça me donne 0. Si j'ai les deux entrées à 1, ça me donne 1. Donc, quand on construit des circuits logiques, hein, on a ces trois opérateurs de base-là. Et le principe, c'est que les différents opérateurs vont être représentés par des entités physiques que je vais pouvoir construire avec ce qu'on appelle des portes logiques. Donc, en dessous de chacune de nos opérations, on a les portes logiques correspondantes à notre élément. Donc, ici, on a le NOT, ici, on a le OR, puis ici, on a le AND. OK? Donc, qui sont respectivement des
un triangle avec une boule. OK? Un petit nez pointu avec un intérieur courbé. Et un demi-cercle avec un intérieur plat. Donc, on a les différentes portes logiques qu'on va pouvoir agencer pour représenter des circuits logiques. Donc, le principe de l'algèbre booléenne et des circuits logiques, c'est qu'on va être capable de représenter différentes expressions booléennes, autant de manière algébrique, okay, de manière mathématique avec du texte, puis autant de manière graphique avec un circuit de portes disponible. Donc, quand on veut faire des représentations de circuits, puis là, le principe, c'est on voit un peu les règles de base, là, puis on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour commencer à construire des fonctionnalités plus tard dans le cours. Donc, quand j'ai une fonction quelconque à déterminer, donc ici, la fonction ne fait rien de spécial, là. Okay, c'est vraiment juste pour représenter un exemple. Donc, j'ai une table de vérité qui a des entrées, puis qui a des sorties. Ben, qui a une sortie dans ce cas-ci. Puis, je peux voir, ben, quand j'ai 000, ça me donne 1. Quand j'ai 001, ça me donne 1. Si j'ai 010, ça me donne 0. OK, puis je peux voir ici, ça me donne des 1. Donc, je peux voir les différentes possibilités. Donc, pour être capable de représenter ça, okay, on peut construire une expression d'algèbre booléenne qui va représenter cette table de vérité-là. Okay? Donc, le principe fondamental, c'est, je veux dire, pour chacun des 1 dans ma liste, ça va être quoi l'entrée que j'ai besoin. Donc, dans ce cas-ci, hein, puis entre chacun, je vais pouvoir aller indiquer que c'est cela, ou cela, ou cela, ou cela. Donc, le principe ici, c'est que je peux prendre les différentes lignes qui sortent une valeur positive, qui sortent une valeur vraie, et je vais aller les représenter sous forme d'algèbre booléenne. Donc, dans ce cas-ci, on a le A0, B0, C0. Donc, je veux dire que c'est le A inverse, hein, et le B inverse, et le C inverse. Donc, ici, ça représente notre équation 1, ou la représentation de notre équation 2, ou la représentation de notre équation 3, ou la représentation de notre équation 4. Ici aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ici, c'est une version non optimisée de la représentation de notre circuit. Puis, il existe des techniques pour prendre une table de vérité, puis être capable de construire une équation optimisée avec le moins d'opérations possible. Pour ce cours-ci, c'est pas ce qu'on regarde. On veut juste comprendre qu'on est capable de prendre la table de vérité puis de la convertir en une équation en algèbre booléenne. Une fois qu'on a cette représentation-là, je peux prendre cette équation-là puis la transformer avec les portes logiques qu'on avait vues précédemment. Hein, parce que chacune des opérations avec l'inversion, avec le AND, avec le OR, peut être représentée, okay, d'une manière plus large, puis est capable d'avoir les différentes portes logiques. Donc, le même principe, hein, où c'est qu'on avait notre opération, nos différentes sorties spécifiques sont représentées ici de la même manière, mais avec les portes logiques. Hein, fait que le principe, c'est le premier, j'ai l'inversion de A, l'inversion de B, l'inversion de C, tout ça ensemble dans un « et ».
OK? Puis là, on va voir ici les différentes règles qui me permettent de comme les assigner ensemble. Là. Fait que le principe, c'est j'ai les 3 inversions. Le résultat va être à l'intérieur de ça dans le et. Puis après ça, ça s'en va dans un ou qui va représenter les différentes possibilités derrière. Fait que si je veux essayer de voir, là, OK, est-ce que ça fonctionne? Le principe, c'est que si j'ai 0, 0, 0 ici, hein, d'après notre table de vérité, quand j'ai 0, 0, 0, le f est supposé me donner 1. Fait que si je continue, hein, puis je fais le circuit, ben qu'est-ce qui se passe? Là, je passe à travers une inversion. Fait que qu'est-ce qui se passe après? C'est inverser tout à 1. Une fois que c'est inversé tout à 1, ça rentre dans un et logique. Le et logique demande que toutes les entrées soient à 1 pour que le résultat soit à 1. Fait que celui-là, ça fonctionne. On a un 1 ici, parce que ça donne vrai. Après ça, cette information-là s'en va jusqu'ici. Puis à l'intérieur de ça, c'est un ou. Fait que le principe, c'est dès que j'ai un 1 ici dans le ou, hein, que ce soit des 0 ou des 1, les autres entrées, c'est pas grave, dès que j'en ai un qui est à 1, le résultat final me donne 1. Donc ici, je viens de m'assurer que mon résultat de ma première ligne importante qui me donnait un résultat 1 est capable d'être représenté dans mes portes logiques pour donner le même résultat final. Puis après ça, ben, on peut aller voir, c'est le même principe pour les autres. Hein, donc, inversion A, inversion B et C. Inversion A, inversion B et C directement, qui passe encore une fois dans un et. Si j'ai exactement cette méthode-là, ben, ça va me donner un 1 ici, ce qui va automatiquement me donner le 1 en sortant de ma porte logique. Donc, on est capable de prendre une table de vérité, être capable de transformer ça en équation de fonction générale, puis on est capable de transformer ça en circuit avec des portes logiques. Pour être capable de mieux voir les possibilités, okay, surtout dans la construction de différents circuits, il y a des propriétés de l'algèbre booléenne, du même principe qu'on a des propriétés dans l'algèbre conventionnelle, puis on va voir que sont très semblables. On a utilisé les mêmes symboles, l'addition puis la multiplication pour le et le ou, puis on va voir que les propriétés pas mal s'arrangent ensemble. Donc, on a le premier qui est l'associativité. Donc, le principe, c'est de dire que si j'ai différents éléments de la même opération, je peux les mettre dans des priorités différentes, puis le résultat va être pareil. Fait que le principe ici, c'est si je veux représenter ça ici, je peux dire, ben, j'ai A, B ou C. A, B ou C. Si je mets ça dans un ou, ben, c'est la même chose que d'avoir cette version-là ici, qui va me dire, je prends A et B, je mets ça dans un ou, puis après ça, j'ai le C avec le résultat de celle-là qui s'en va dans un nouveau ou, qui me donne le résultat. Donc, l'associativité me dit que ce circuit-là et ce circuit-là sont équivalents. Si je veux le tester, je peux faire la table de vérité de ces bascules-là. Fait que le principe, j'ai A, B, C, j'ai ma sortie. Oh, j'en ai 8. Okay. Fait que le principe ici, c'est je peux regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, si j'ai 0, 0, 0, qu'est-ce que ça me donne? Ben, si j'ai 0, 0, 0, j'en ai aucun qui est dans le ou,
donc ça me donne 0 ici. Puis si je regarde ici, si j'ai 0, 0, ça me donne 0. Si j'ai un 0 ici, ben, ça me donne 0, 0. Ça me donne 0 ici aussi. Donc, je peux faire le 0. Donc, tu peux toujours le retester toi-même là, pour prouver les différentes propriétés de l'algèbre booléenne. Donc, le principe ici, c'est, on peut facilement voir que dès qu'il y a un 1 quelque part, okay, ça va passer. Hein, c'est une grosse porte ou. Puis dès qu'il y a un 1 quelque part ici, ça va passer. Puis s'il y a un 1 ici, ben, ça va passer aussi. Fait que dès qu'il y a un 1 quelque part, ça va juste passer. On vient de prouver l'associativité en disant que ces deux circuits-là ont la même table de vérité. C'est le même principe pour la conjonction, le « et ». Okay? Donc, c'est aussi associatif quand c'est la même opération. L'ordre dans laquelle tu l'as fait n'a pas d'importance. On a aussi la commutativité. Donc, on peut avoir une opération qui se fait avant une autre. Hein, c'est un peu dans la même branche que l'associativité. Donc, tu peux les inverser d'abord dans ton équation. Ça ne dérange pas. Puis finalement, on a la distributivité hein, qu'on connaît. Donc, si on a un « et » qui vient avec, ben, je peux le distribuer sur chacun des éléments de la parenthèse pour avoir, ben, si j'ai A et B ou C, donc encore une fois, je peux le faire en porte logique. Donc, je dis que j'ai A qui s'en va dans un et, puis j'ai un B, C que eux s'en va dans un ou auparavant. Ben, c'est la même chose que de dire A, B, qui s'en va dans une première porte E, puis le B avec le C. Ici, on peut voir que je suis parti du B, puis qu'il s'en va à deux endroits, donc ça fait juste propager l'entrée. Et avec ça, on a un ou à la fin. Puis ces deux circuits-là sont équivalents. Donc, le principe de ces règles d'algèbre booléenne-là, pourquoi c'est important? Ben, c'est parce que derrière, ces éléments-là ont des représentations physiques dans notre ordinateur. Donc, si je veux créer quelque chose, si je prends celle-là, ben, j'ai besoin de payer pour 3 portes. Si je fais celle-là, j'ai besoin de payer pour 2 portes. Fait que je veux être capable d'optimiser le nombre de portes, fait qu'il faut que je sache réduire mon équation et être capable de la représenter sous sa meilleure forme. La dernière propriété, encore une fois, dans la distributivité, c'est le même principe, mais avec le ou. Donc, le ou peut aussi être distribué de la même manière. Là, par exemple, il faut faire attention parce que celle-là ici, là, c'est celle-là qu'on ne s'attend pas en ayant fait de l'algèbre conventionnelle. Donc, on va le faire ensemble dans notre période synchrone. On va prouver que la distributivité est fonctionnelle. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit point d'exclamation là. Il faut faire attention, celle-là, toutes les autres, hein, c'est les mêmes choses que l'algèbre conventionnelle. Celle-là, celle n'est pas. Il faut faire attention, il faut s'en rappeler. On a aussi d'autres types de propriétés. Hein, encore une fois, dans le but d'essayer de maximiser ton équation, d'avoir le moins de portes logiques possible. Donc, on a l'idempotence qui me permet de rajouter une opération qui n'a pas d'incidence sur le résultat. Fait que le principe, c'est que si j'ai A plus A plus A plus A, okay, ça va me donner A quand même. Okay, donc, quand on a un ou de deux éléments identiques, ben, j'ai pas vraiment besoin de le tester. L'élément individuel va être capable de me donner la réponse. Même principe, si j'ai un et de deux éléments identiques, je n'ai pas besoin d'avoir cette porte-là. Je peux directement avoir la réponse. Là, évidemment, ces propriétés-là peuvent être établies sur un plus large. Ici, on a A là, comme étant un seul signal, mais si j'avais quelque chose comme A et B ou
A et B, ben, je peux dire que ça, c'est la même chose que juste A et B. Hein? Ça étant l'élément identique, qu'on a une opération comme superflu derrière. On a le principe d'élément neutre, okay? Donc que je peux rajouter une valeur précise statique qui ne va pas changer mon résultat. Donc on a le OU 0 qui va me permettre de, tu sais, si j'ai un OU logique, hein, tant qu'il y en a un de ceux-là qui est à 1, le résultat va être à 1. Fait que si j'en rajoute un autre et que je mets un 0, ben c'est comme si ça n'existait pas, hein, parce que ça ne veut juste rien changer. Donc, avec les OU, si on a des OU 0, ça ne change rien. Puis, si on a des et, puis on rajoute des 1, ça ne change rien. Donc, les éléments neutres, c'est ceux qui ne vont pas modifier ton résultat final. L'élément nul, c'est l'inverse. C'est celui qui va modifier ton résultat final. Fait que si on reprend le même exemple avec notre OU, mais là, on rajoute un 1 à la place. OK, donc j'ai mon OU, puis je rajoute un 1. Qu'est-ce qui va se passer? Ben en fait, je m'en fous à ce point-là qu'est-ce qu'il y a sur les autres parce que je sais qu'il y en a au moins une qui va être à 1, fait que le résultat va obligatoirement être à 1 en sortant. Donc, dès que j'ai un ou quelque chose qui est à 1, ben, je peux faire fi du restant des autres ou je sais que le résultat va être à 1. Même principe pour le et. Si j'ai un et 0, hein, le principe du et, c'est qu'il faut tout que les éléments soient à 1 pour que notre résultat donne 1. Donc, dès qu'on en a un qui est à 0, ben, je sais immédiatement que le résultat final va être 0. Dernière liste de propriétés pures. Donc, on a l'absorption. Donc, le principe d'absorption, c'est quand on a une version plus simpliste qui va assurer tous les cas possibles. Fait que ici, je vais faire la table de vérité de celui-là. Donc, j'ai A et B, et 4 choix possibles. Et en ce moment, si je regarde ça, ben, puis si je fais le circuit logique, j'ai A et B, qui s'en va dans un et, et ce résultat-là s'en va ensuite dans un OU, et c'est branché comme ça. Donc, si je commence, puis je me dis, puis là, j'ai le résultat final, et qu'on va appeler S pour sortie. Fait que si j'y regarde, ben, si j'ai 0, 0, ben, le résultat me donne 0 ici, ça s'en va et 0, il y a des 0, ça me donne 0 à la fin. Ok, parfait. Le premier cas, c'est 0. Ensuite, si j'ai 0, 1, qu'est-ce qui se passe? Ben, mon et ici me demande que les deux soient à 1. J'ai pas celui-là, donc ça me donne 0 ici. Le 0 s'en va ici aussi. Fait que j'ai 0, 0, ça me donne 0 aussi. Ensuite, j'ai 1, 0. 1, 0. Donc ici, ça me demande que les deux soient 1. J'ai pas les deux. Fait que lui, ça me donne 0. Ça s'en va là. Et ensuite, ce 1-là est propagé. Ça me donne un 1 ici. Ben là, c'est un OU. Le OU me demande que n'importe quel des deux soit 1. J'en ai un des deux qui est à 1. Donc mon résultat est 1. Puis finalement, j'ai le 1, 1, 1. Ici, le et me demande que les deux. Donc ça me donne 1. Puis ici, ça me donne 1. Le OU a juste besoin de 1 valeur true quelque part. Les deux sont à 1 en ce moment. Fait que ça me donne le 1 final. Ben, le principe ici, c'est que, en fait, la sortie, si on regarde, a juste un lien direct avec le A. Le B a juste pas rapport là-dedans. Puis on peut le voir ici parce que on a notre porte logique OU, hein, que dès que le A va être à 1, ça va passer. Puis si le B est à 1 aussi, c'est correct, mais celui-là, c'est comme un raccourci, là. Donc on n'a juste pas besoin de cette partie-là du circuit. On a juste à regarder directement A pour avoir notre résultat final. Donc, principe d'absorption, même principe, si on a un A et quelque chose qui utilise le A à l'intérieur,
j'ai pas besoin de cette partie-là. Je peux juste regarder l'élément initial. Ensuite, on a la complémentarité. Donc, si j'inverse quelque chose 2 fois, ça me donne le résultat initial. Si j'ai la version normale et la version inversée, c'est obligatoirement 1. Hein, parce que si lui est à 0, ben lui, ça va faire l'inverse, fait qu'il va devenir 1. Si lui est à 1, ben lui, il fait l'inverse, mais c'est un ou, fait que n'importe quelle base, ça me donne tout le temps 1. Puis on a le et avec l'inversion de soi-même qui me donne un 0 obligatoire. Hein, parce que si lui est à 1, lui est obligatoirement à 0. Puis si lui est à 0, lui est obligatoirement à 1. Jamais on va avoir les deux qui sont à 1. Donc, on a ces principes d'algèbre booléenne-là. Puis, on a un dernier qui va être la loi de Morgan. Donc, la loi de Morgan, elle nous permet de travailler avec des inversions de parties de notre opération logique. Fait que si, mettons ici, on utilise l'inversion, hein, puis on avait dit que l'inversion, là, on peut écrire A', on peut écrire point d'exclamation A, ou on peut aussi écrire A bar. Fait que le principe, c'est si j'ai A plus B, puis je décide d'inverser au complet le contenu. Ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'inversion se propage sur les différentes valeurs et va aussi inverser, ok, entre guillemets, là, l'opérateur lui-même. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va devenir A bar ou B bar. Donc, on est capable de faire une inversion de une partie de notre expression pour être capable d'avoir, ok, ces éléments-là. Donc, encore une fois, tous ces éléments-là, c'est pour être capable de essayer d'optimiser nos différents éléments. Nous autres, on veut juste être capable de comprendre, okay, d'être capable d'établir les tables de vérité, être capable de prouver les différents éléments. Donc, dans la séance d'aujourd'hui, on va faire ces exercices-là. Okay, donc, on a différentes opérations qui utilisent les propriétés algébriques. Fait que on va essayer de prouver avec les tables de vérité, avec les circuits logiques, qu'est-ce qui se passe derrière. Fait que avec ces connaissances-là, on est capable de regarder le principe des circuits logiques eux-mêmes. Donc, encore une fois, le principe des circuits logiques, puis des portes logiques qui viennent derrière, c'est que ça va être des composantes matérielles. Okay? Il y a une présence physique dans les différents microprocesseurs qui vont être capables de travailler, okay, avec les impulsions électriques, puis d'être capables de représenter notre logique booléenne dans le monde réel. Fait qu'on va regarder comment construire ces genres de circuits-là, puis comment est-ce que ça peut nous aider à faire des opérations, à construire des programmes, sans, encore une fois, avoir l'étape intermédiaire de l'architecture, parce qu'il y a un cours complet là-dessus, là, on ne peut pas faire ça en une semaine. Fait qu'on va prendre comme... on va regarder deux types de circuits logiques. Donc, le premier, ça va être le principe de logique combinatoire. Donc, on peut voir ça comme étant une fonction pure. Okay? Qu'on va avoir des signaux d'entrée, des signaux de sortie, il va y avoir une table de vérité qui va venir avec, puis le contenu va être statique, dans le sens que pour une entrée déterminée, ça va toujours être la même sortie déterminée. Il n'y a aucun état, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de variable. Fait qu'on va voir l'exemple de l'addition. Fait que ça va être pour toutes les opérations arithmétiques de l'ordinateur. Habituellement, il va y avoir de la logique combinatoire à faire. Le deuxième type de logique, puis de circuits logiques qui sont utilisés dans nos architectures de microprocesseurs, ça va être de la logique qu'on appelle séquentielle. Donc, il va avoir une connaissance d'un état. Okay? Donc, le but, c'est de représenter un état, de représenter une case mémoire. Donc, quand on va avoir des choses à sauvegarder, hein, que ce soit les instructions de notre programme, que ce soit les différentes variables de notre programme, hein, la mémoire, comme on a vu dans notre processeur PEP8,
ça va être de la logique séquentielle qui va sauvegarder des données, qui va être capable de se souvenir d'un état. Puis quand va être le temps de faire les différentes opérations, ben, on va avoir de la logique combinatoire qui va être capable de dire, ben, j'ai besoin d'additionner ça et ça. Comment est-ce que je fais pour réussir à faire ça? Donc, le principe de circuit combinatoire, c'est ce genre de circuit-là où c'est qu'on a différentes entrées. On a un circuit dans lequel on peut propager notre signal et on a une sortie à ce circuit-là. Fait que on a vu avec des tables de vérité qu'on peut représenter cette opération-là en disant ben j'ai une première opération qui est mon X et Y, j'ai une deuxième opération qui est le X inversé et le Y, puis les deux résultats de ces affaires-là s'en va dans un OU, donc je peux représenter ma fonction avec le non XY ou non XY. En passant ici, question pour notre séance synchrone. À quoi ressemblerait la table de vérité? Puis est-ce qu'on peut simplifier ce circuit logique-là par rapport à qu'est-ce qu'on a besoin? Et ici, en fait, il y a une petite erreur, c'est pas de... Ou ici, c'est juste X et Y. Fait que nous, ce qu'on va essayer de représenter, puis voir comment est-ce qu'on peut s'amener vers un processeur avec des circuits logiques, on va essayer de représenter le principe d'addition. Donc, admettons ici, je veux être capable de faire une addition, comme je l'ai fait en assembleur. Et nous autres, on a dit qu'on a des circuits qui sont capables de faire ça. Donc, le principe, c'est que cette boîte-là, à l'intérieur, il y a un paquet de portes logiques. Là, j'en fais 3, là, mais il y en a des centaines. Pour être capable de représenter notre possibilité. Fait qu'on a des entrées, puis on a des sorties. Puis comme j'ai dit au début, le principe, c'est que cette partie-là ici, avec notre fil, avec la petite barre à l'intérieur, c'est représentatif de plusieurs entrées. Fait que derrière, là, lui, c'est qu'il y a un signal pour en fait chacun des bits. Puis on travaille en PEP8 sur 16 bits pour chacune des informations. Fait que derrière, on a la valeur, là, mais en fait, il y en a 16 différents. C'est le même principe. La sortie, c'est sur 16 fils différents. Mais pour pas avoir un circuit qui est du charabia, on représente ça comme étant juste un bundle de bits ensemble. Fait que comment est-ce que je vais être capable de représenter cet additionneur-là avec des portes logiques? Fait qu'on va se demander premièrement comment est-ce que ça va se passer cette affaire-là. Fait qu'admettons ici, je vais être capable de faire des additions. Ben, on avait vu le principe d'addition binaire où c'est qu'on prenait notre première colonne, c'est comme ma petite école, on prenait l'information, on trouvait ça me donne combien. Puis le principe, c'est que si je dépasse, ben, j'ai besoin de retenir l'information pour être capable de gérer ça. Fait que le principe ici, c'est qu'on va faire un circuit pour chacune des colonnes qui vient avec. Fait que le principe, c'est que c'est quoi les informations que je vais avoir besoin pour représenter une addition possible entre deux entrées binaires. Bon, je vais certainement avoir besoin des deux entrées. Je vais avoir besoin de la sortie. Mais là, c'est juste des 0 et des 1. Fait que si, admettons, je veux dire, ben, des fois, j'ai besoin d'envoyer quelque chose, ce qu'on appelle le carry. Donc, on le prend puis on l'apporte au prochain. Donc, je vais avoir besoin de quelque chose qui me permet de l'envoyer. Puis, en fait, je vais
aussi besoin de quelque chose qui me dit, ben, il y a un carry, tu as besoin de travailler différemment. Puis, si je fais ça pour chacun, puis que je les lie ensemble, je vais être capable d'avoir un additionneur complet, hein, qu'on appelle en fait en anglais un full adder. Fait que, à quoi ça va ressembler ça? Ben là, moi, je veux faire ce problème-là de juste une colonne. Je vais avoir besoin de 2 entrées minimum, une sortie, en fait, une sortie ici, une sortie pour aller de l'autre bord. Puis il va me falloir aussi une entrée pour dire est-ce que j'en reçois un. Hein? Fait que 3 entrées, 2 sorties. Fait qu'en sachant que j'ai 3 entrées, 2 sorties, ben, je peux construire une table de vérité. En construisant la table de vérité, je peux construire toutes les versions possibles. Hein? Fait qu'ici, comment ça fonctionne? J'ai les 2 entrées. OK? Donc, le principe, c'est que je vais appeler les entrées A, B. Je vais avoir, OK, le S. Je vais avoir en sortie aussi, le carry qu'on va dire qui est un I plus 1, hein, pour le carry de l'autre bord. Puis, je vais avoir le carry du mien qui va être en entrée. Donc, on a toutes ces possibilités-là. Donc, le principe, c'est que si j'ai pas de carry, puis que j'ai 1 plus 0, ça me donne 1. Si j'ai 0 plus 1, ça me donne 1. Si j'ai 1 plus 1, ben, ça me donne 0 sur la sortie. Puis le carry, ben, il faut que je le dise au prochain que lui, c'est un 1 derrière. Fait que je peux avoir cette table de vérité-là qui va me permettre de représenter une colonne, OK, un bit d'addition. Puis là, ce que je peux faire, c'est les enchaîner ensemble. OK, donc ici, là, on a cette table de vérité-là qui va être ce circuit logique-là. Je n'ai pas encore fait le circuit littéral, là, OK, mais on peut l'abstractiser un peu comme une fonction en disant je fais une boîte noire, il va y avoir des entrées dans la boîte noire, il va y avoir des sorties dans la boîte noire, puis voici la table de vérité de cette boîte noire-là. Je vais décider plus tard, ça va être quoi les portes logiques qui viennent avec. Fait que le principe, c'est que ça représente une addition de 1 bit, puis je peux les enchaîner ensemble en disant que ben, le carry que moi j'ai trouvé ici, je te le fournis, comme ça, tu peux l'utiliser pour avoir la sortie qui va être à toi, puis là on peut en enchaîner autant qu'on en a besoin, hein, autant qu'on a de bits à calculer, puis cette sortie-là, ben, c'est ça qui va sortir, OK, de mon circuit à la fin. Si on veut regarder c'est quoi le contenu de cette table-là, on pourrait faire comme la dernière fois, puis là avoir un paquet de... Il faudra avoir une sortie pour chacun de ceux-là, puis travailler avec. Ici, on a un exemple okay, qui donne la version optimisée de la chose. Encore une fois, il existe des techniques spéciales pour être capable d'optimiser ces genres d'équations-là, que nous, on ne verra pas dans ce cours-ci. Puis à l'intérieur, donc on a en fait certaines portes logiques qu'on n'a pas vues jusqu'à encore. On a une espèce de OU, mais qui a une deuxième barre qui est le OU exclusif. Hein, le OU exclusif, comment ça fonctionne? C'est qu'il faut que ce soit une première entrée, soit l'autre entrée, mais jamais 2 entrées en même temps qui est à 1. Donc s'il y en a un des deux, on est correct, ça passe. Si les deux ou aucune, ça passe pas. Donc le principe, c'est qu'on peut le tester. Mettons que je regarde, je sais pas moi, celui-là. Ben, j'ai le carry à 0, le A et le B à 1. Fait qu'ici, j'ai un OU exclusif. Les deux sont à 1, ça fonctionne pas, ça me donne 0. Je m'envoie ici. Le C, il se propage jusqu'ici à 0. On a ces éléments-là. Ces deux-là, ça me donne un 1. Fait que je
peux voir ici que j'ai les zéros, ça me donne 0 en retour. Hein. Fait qu'ici, le principe, c'est ça me donne 0. Fait que ce 0-là s'en va à ces portes-là. Celui-là, ça me donnait 0 initialement, ça s'en va à ces portes-là. Fait que là, je peux comme trouver c'est quoi la prochaine étape de cette porte-là. J'ai un OU avec juste des 0 à l'entrée, fait que ça me donne 0. Ma sortie, c'est 0. Est-ce que ma sortie de cette ligne-là, c'est 0? Oui, ça fonctionne. Puis, on a le A et le B qui s'en vont ici. Les deux sont à 1. Ça, c'est un A. Fait que j'ai un 1 ici. Celui-là aussi, c'est un A. Mais j'ai juste des 0, donc ça me donne un 0. Puis finalement, ben, on a un OU. Fait que qu'est-ce qui sort pour le carry? C'est le 1. Fait que je peux voir ici, ça fonctionne. Hein? J'ai mon A et mon B. Comme ici. J'ai rien pour le carry. Fait que la sortie est à 0. Puis le carry pour aller de l'autre bord est à 1. C'est fonctionnel. OK, on vient de prouver celui-là ici. Donc, je ne vais pas prouver les autres. Je vais vous laisser assumer que c'est fonctionnel. Puis, on peut voir avec ça qu'on a construit avec quelque chose qui va avoir une représentation physique, un élément qui est capable d'additionner de manière binaire. Donc, on vient de faire un additionneur binaire d'un certain nombre de bits, dépendamment de combien je veux enchaîner de la même fois le circuit. Hein, donc, cette boîte-là, une fois, est représentée par ce circuit-là. Fait que si j'ai enchaîne, ben, ça va me donner un additionneur de plusieurs bits ensemble. Fait que ça, c'était notre premier qui est notre première application de circuit logique, qui était la logique combinatoire, hein, qui va me permettre de faire des opérations comme nous, on reconnaît comme étant des opérations arithmétiques, puis d'être capable de les implémenter de manière réelle dans un ordinateur. Deuxième type de circuit, c'est les circuits séquentiels. Donc les circuits qui vont être capables de recevoir un état, puis être capable de sauvegarder cet état-là pour qu'il soit utilisé à d'autres endroits. Donc, c'est utile à chaque fois qu'on veut se souvenir de quelque chose. Hein? Fait que la RAM, les registres, la mémoire. Puis, on a besoin d'avoir un principe de synchronisation. Un horloge qui va être capable de dire voici une nouvelle information, sauvegarde cette information-là à toutes les secondes. Hein? C'est pas les secondes, là, c'est à des nanosecondes, à des millisecondes. Mais le principe, c'est qu'on a, à un certain moment, voici la nouvelle information, prends-la en considération. Fait qu'on va regarder juste un premier type de circuit qui va me permettre de sauvegarder une information quelconque. Fait qu'on a la bascule ARS, OK? Ou SR, dépendamment à qui tu demandes, qui a deux entrées, OK? Puis une sortie qui peut avoir sa version normale ou sa version inversée. Mais en gros, c'est comme si on a un bit de mémoire qu'on veut sauvegarder en tout temps. Fait que le principe, c'est qu'on a un bit de 7 qui va être capable de mettre notre état à 1, puis un bit de reset qui va être capable de mettre notre bit d'état à 0. Fait que pour comprendre comment ça fonctionne, on va commencer avec un état stable, parce qu'on peut voir ici que ça se croise, il se passe des choses. Donc, on va commencer, puis on va juste avoir, OK, et 0 partout. OK, puis on va voir que c'est un état stable en disant, ben, j'ai 0 ici, OK. Puis, en passant ici, le principe, c'est que on a en fait, l'état stable. On va mettre 1. Ça. Puis il va être à 1. Puis il va être à 0. Ça, c'est notre état stable. Fait que le principe, c'est que j'ai un 0 ici. Ça, c'est un OU. Ici, quand tu vois une petite pastille comme ça, là, le principe, c'est que c'est une inversion qui a été rajoutée tout de suite après la porte,
mais pour avoir un espèce d'abus de langage ou un raccourci syntaxique, on a juste une petite pastille pour dire que c'est directement inversé. Fait que le principe ici, c'est qu'on a des zéros ici. Habituellement, avec le OU, ça me donne un 0, mais là, je l'inverse, fait que ça me donne 1. Hein, parce qu'ici, on a 2, 0. Hein. Ensuite, même principe, on a un 1 ici. Un OU, ça me donne 1, mais là, je l'inverse, fait que ça me donne 0. Fait qu'en ce moment, on a un état qui est stable. Qu'est-ce qui arrive si je change cette valeur-là pour que ça devienne 0? Ben, si je regarde, je vais avoir 0 ici, 0 ici. Fait que ça me donne 0, je l'inverse, ça me donne mon 1. Puis en ce moment, j'ai un 1 ici, un 0 ici. Ça me donne 1, je l'inverse, j'ai un 0. Fait que je peux voir ici que je viens de changer cet état-là. Puis ça n'a pas changé mon résultat final. Fait que ce qui vient de se passer, c'est que je viens de sauvegarder, OK, une information qui n'est plus disponible en ce moment. Comment je fais pour être capable de transformer cette information-là? Ben, ici, il faut regarder comme le mode d'opération de ce circuit-là, qui me dit, ben, si je veux que Q passe à 0, il faut que je change le reset. Qu'est-ce qui va se passer si je change le reset à 1? Ben, je regarde premièrement ici, OK? J'ai 0, oups, comme ça, j'ai 0, 1, ça, c'est 1, ça devient 0, mais là ici, j'ai 1, 0, ça me donne 1, c'est un OU, mais je l'inverse, fait que ça ici, ça change, ça devient 0. Mais si ça change, c'est que ça a donc un impact possiblement ici, fait que je vais regarder une deuxième fois. Ici, j'ai 0, 0, OK? Ça me donne 0, je l'inverse, ça me donne effectivement 1. Ben là, si j'ai eu un impact ici, ça se peut que j'aille un impact en revenant ici, fait qu'on va regarder qu'est-ce qui se passe. Fait que si j'ai un 1, j'avais un 1, ça me donne 1 parce que c'est un OU, je l'inverse, ça me donne 0, oh, c'est devenu un état stable. Donc le principe ici, c'est quand j'ai ces informations-là, il y a un petit délai en fait, parce que c'est réel, là, c'est l'électronique, c'est de l'électricité, là, okay? Donc c'est pas instantané. Fait qu'il y a un petit délai qui permet que ça change, après ça le change, après ça le revient, puis là, on est redevenu à un état stable. Puis qu'est-ce qui arrive à ce moment-là si je remets ça à 0? Ben, le principe, c'est que j'ai le 1, 0 ici, un OU, ça me donne 1, je l'inverse, ça me donne 0, je ne le change pas. Celui-là me donne 0, 0, ça me donne 0 dans le OU, je l'inverse, ça me donne 1, ça ne change pas. Fait que j'ai l'état, OK, qui change seulement si je change le set ou le reset, mais qu'il va garder l'état courant quand je ne le force pas à avoir une valeur spécifique. Donc, ce principe-là permet de sauvegarder des valeurs. Okay? Donc ici, j'ai comme une mémoire de 1 bit. Fait que si je veux avoir 8 bits, un octet, j'ai juste à prendre ça, puis en avoir 8 de suite. Si j'ai besoin d'avoir 32 kilo-octets de mémoire, j'ai juste à avoir ça 32 000 x 8 fois à l'intérieur, puis ça va me générer de la mémoire. Fait qu'une fois qu'on a ces deux éléments-là, donc deux types de circuits logiques qui sont représentés par des portes logiques qui me permettent d'avoir une représentation physique qui va être capable de mémoriser des bits avec les circuits séquentiels, qui va être capable de construire des instructions avec les circuits combinatoires.
on va être capable de représenter le jeu d'instructions qu'on a besoin avec notre code machine. Donc, on va être capable de dire, ben, si c'est tel bit dans notre instruction, va faire telle addition, puis va le mettre dans telle partie de la mémoire réelle, de la mémoire physique. Puis là, à partir de là, ben, on peut, en tant que programmeur, utiliser de l'assembleur, être capable de créer le code machine qui va construire nos instructions, qui va gérer nos programmes. Il y a un chapitre dans notre manuel de référence qui va un petit peu plus loin sur les différentes règles de l'algèbre booléenne, puis aussi qui va aller regarder d'autres portes ou d'autres bascules pour les circuits séquentiels. Donc, on avait parlé qu'il y a un principe d'horloge. En ce moment, j'en ai pas trop parlé parce que ça complexifie rapidement les choses. Il y a des exemples de comment est-ce qu'on peut avoir des vraies portes logiques de mémoire pour un bit de données qui va être capable de changer à chaque coup d'horloge, qui sont des bascules D, qui sont présentées dans le document. Ça fait le tour du cours 12 d'INF 2171. Bonne journée tout le monde.